Le matin des musiciens. Avec aujourd'hui Guy Testa, Alain Arnstam, Bernard Schwarzbaum, Didier Lagarde, Geneviève Douel, Rosemarie Gourcel et bien sûr Jacques Merlet. Oui, Jacques Merlet qui est ravi aujourd'hui pour une fois de l'indicatif, car cet indicatif extrêmement dansant va correspondre tout à fait à notre propos. Vous avez dit champêtre, mais un champêtre qui va se promener du côté de la danse. Et des rapports de la danse savante avec ce qu'on pourrait appeler Yvon Guilcher, puisque vous êtes là ce matin. On dit Guilcher ou Guilcher? Guilcher. Bon, alors, Yvon Guilcher, des rapports de la danse avec la société et puis avec quelques petits points sur l'interprétation. C'est-à-dire que vous êtes en contact très très souvent avec des joueurs traditionnels et des danseurs aussi qui pratiquent la danse traditionnelle. Et vous en êtes arrivé à certaines conclusions sur le plan musical qui sont extrêmement intéressantes, je crois. Oui, enfin, c'est-à-dire que la danse dont il s'agit pour moi ici, c'est la danse collective de pratique commune, par opposition à la danse de professionnels, qui serait celle du ballet. Et je crois que c'est dans ces limites-là que le coup d'œil historique qu'on peut jeter sur la danse m'intéresse. Voilà. Alors, le coup d'œil historique va commencer. Nous sommes peut-être dans un château fort du Moyen-Âge avec des créneaux et des dames avec des chapeaux pointus et des grands voiles. Et on demande au studio d'Air Fuen Musique de Passage de jouer une estampille royale.
La Tirche estampille royale, ça ne veut pas dire du tout que ce soit une estampille qui est donnée dans un château auvergnat, je ne le pense pas. Je ne sais pas comment on prononce ça. En tout cas, c'est la Tierce estampille royale. Bibliothèque nationale française, Paris, manuscrit, je crois, 844, interprété par le studio der Freien Musik avec une chalmie, deux luttes, un orgue positif, une vielle et une lyre. Bon, alors, Yvon Guilcher, je ne dirais pas que le problème est posé, là, mais en tout cas, on peut, quand on écoute cette musique, se dire que c'est une musique de danse, qui pouvait servir à la danse. Alors, en ce qui concerne l'estampille, on a voulu en faire l'ancêtre, finalement, des musiques de danse. Et je crois qu'on est revenu sur cette question. Ça serait une musique beaucoup plus intellectuelle, ça serait peut-être une musique de concert. C'est-à-dire que le grand problème, c'est qu'on n'en sait rien, quoi. On ne sait pas du tout comment ça a pu se danser. Il y a eu des reconstitutions faites par les anglo-saxons, notamment, Melusine Wood. Mais ce sont des reconstitutions qui doivent beaucoup à la culture personnelle du reconstituteur. Oui. Certains font ça à partir de la contredanse anglaise, d'autres qui se du ballet reconstitue classique. lui-même C'est ça, à partir de ça. Et d'ailleurs, le fait que ça porte un nom de danse, qui est incontestable, ne suffit pas à prouver que que l'estampille telle qu'on la connaît était dansée. Ça voudrait dire frapper du pied. Oui, c'est ce qu'on a dit, oui. Mais on trouverait des tas d'exemples dans différentes cultures de danses qui se jouent différemment suivant qu'elles sont jouées à danser ou qu'elles sont jouées pour le plaisir purement musical. D'autre part, un nom de danse peut survivre à la danse elle-même. C'est le cas pour la ballade, pour un certain nombre de choses. La pavane pour une infante défunte n'est certainement pas rien à voir avec les pavanes qu'on dansait au XVIe siècle. Bien, je vous propose, moi, quelques autres estampilles, la quinte, sexte, septime et huitième, je crois, estampille royale, toujours de ce manuscrit de la Bibliothèque nationale à Paris, et toujours le studio der Freien Musik, passé sous la direction de Thomas Binkley.
des estampilles qui justifieraient à elles seules le titre choisi pour cette série d'émissions. Vous avez dit champêtre. On peut imaginer en effet des gens en train de danser presque sur l'herbe tendre avec cette musique, interprétée par le studio d'Airphone Music. Je vous rappelle que Thomas Binkley, à l'heure actuelle, est retourné à des plaisirs champêtres et cultive des patates douces, je crois, en Californie. Il m'a écrit récemment. Bon, alors, ceci dit, revenons donc à cette estampille dont on ne sait pratiquement rien, tout au moins pour la danser. C'est-à-dire qu'on s'est livré à des reconstitutions. Je crois qu'à propos de champêtre, votre imagination bat un peu la campagne là, quand vous imaginez des paysans en l'herbe tendre. Non, mais c'est exactement ça. Vous savez, l'esprit champêtre, par exemple, tel qu'il s'est développé aussi bien au XVIIe, XVIIIe siècle qu'au Moyen-Âge, par exemple, avec Adam de la Halle, l'histoire entre la bergère. C'est une histoire de bergère aussi, Adam de la Halle. Donc, la pastourelle, ensuite, là, il y a un effort au Moyen-Âge. Toutes ces pastourelles, eh bien, nous y sommes quand même. Avec un effort de simplicité du lettré qui se met à quatre pattes. Tandis que dans l'estampille, il y a un effort de complication. Il y a un effort de complication, c'est ça, justement. Mais dans par exemple, les bergeries du XVIIIe siècle, il y avait aussi un grand effort de complication. Quand on écoute les fêtes des baies, où il ne s'agit que de bergers de rameaux, avec une musique extrêmement élaborée, on peut se demander ce que font les bergers, finalement, dans tous ces passe-pieds, ces gavottes et la contredanse finale. On en reparlera, je crois, Yvan Guilcher. Alors maintenant, on passe, je crois, à la carole, c'est-à-dire à la danse en rond. Alors, la vraie danse. Qui c'est qui dansait ces danses-là ? Eh bien, sur la carole, qui dansait ? Sans doute tout le monde. Enfin, l'histoire... Alors les bergers, là aussi. Certainement, oui. C'est-à-dire qu'on a l'habitude maintenant d'une culture séparée en culture dominante et culture populaire. En fait, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu quand même une époque au Moyen-Âge où le seigneur et le serf mangent à la même table. Ils ont vraisemblablement la même culture, avant la construction des châteaux en pierre. Et ce qu'on sait de la carole, on sait très peu de choses, mais tout suggère que c'était une danse en rond et une danse chantée. D'abord parce qu'on a des textes de chansons, ensuite parce qu'il y a des indications dans le texte même sur la danse. Par exemple, on nous dit que la danse était menée par un chevalier qui chantait avant, ferrant du pied, tapant du pied. Notation, curieusement, qu'on retrouve dans des tas de traditions populaires. Par exemple, en breton, un couplet d'introduction classique qui dit « frappons la terre du pied pour faire trembler le sol ». On trouve le même aux îles Féroé, c'est-à-dire dans des formes de danse qui sont les mêmes, qui sont très proches, qui sont des danses en rond. Et on peut penser que la structure même de la carole, chanson à refrain, se retrouve conservée par la tradition paysanne française jusqu'en 1914. Quoi. Alors voici un exemple de carole. C'était l'ensemble, je dis l'ensemble, oui, parce que ce disque est très très ancien, l'ensemble Pro Musica Antiqua, dirigé par Safford Cape. Ainsi doit entrer en ville, qui amour mène, c'est la Jude sous l'olive. Ainsi doit entrer en ville, la fontaine et sourcerie, bien et qui aime. Ainsi doit entrer en ville, qui amour mène, c'est la Jude sous l'olive. Ainsi doit entrer en ville, la fontaine et sourcerie, bien et qui aime. Ainsi doit entrer en ville, qui amour mène. Alors c'était une carole. Moi, ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est la façon dont elle est interprétée, avec des voix très conservatoires, des belles respirations, des attaques. Et c'est historiquement très invraisemblable. Il me paraît beaucoup plus logique d'interpréter ça à travers les enseignements de la tradition populaire, de cette façon suivante, par exemple. Dans Paris, il y a une fille à que ne me le dites-vous. Dans Paris, il y a une fille à que ne me le dites-vous. On dit partout dans la ville qu'elle est plus belle que le jour. À que ne me le dites, à que ne me le dites-vous. À que ne me le dites, à que ne me le dites-vous. Qu'elle est plus belle que le jour. À que ne me le dites-vous. Qu'elle est plus belle que le jour. À que ne me le dites-vous. Tous les garçons
homme de la grande ville, il voudrait bien lui faire l'amour. Il voudrait bien lui faire l'amour. Il voudrait bien lui faire l'amour. Et moi qui suis d'une autre ville, j'y ferai bien un détour. Moi j'y ferai bien un détour. Moi j'y ferai bien un détour. Gentil galant de toute ville, mon petit cœur n'est pas pour vous. Mon petit cœur n'est pas pour vous. Mon petit cœur n'est pas pour vous. Celui-là qui l'en est le maître, il est bien éloigné de vous. Il est bien éloigné de vous. Il est bien éloigné de vous. Il m'a écrit un mot de lettre, c'est d'attendre son retour. C'est d'y attendre son retour. C'est d'y attendre son retour. Le messager qui me l'apporte, c'est l'alouette des amours. C'est l'alouette des amours. C'est l'alouette des amours. Elle s'est posée sur la fenêtre, la jeune belle, éveillez-vous. La jeune belle, éveillez-vous. La jeune belle, éveillez-vous. Mettez-y votre robe verte et votre jupe de velours. Et votre robe de velours. Et votre robe de velours. Celui-là qui frappe à la porte, il demande vos amours. Eh bien là, on a vraiment envie de danser, Yvon Guilcher. Je ne pas dire. Tandis qu'avec l'enregistrement de Monsieur Safford Cape, c'était pratiquement impossible. Il faut dire aussi, à la décharge du premier enregistrement, que Safford Cape a été un découvreur, enfin un inventeur. C'est lui le premier, je crois, qui s'est intéressé à cette musique du Moyen-Âge. Moi, je l'ai entendu il y a très très longtemps. Je me souviens au château de la Brède, lors d'un des premiers festivals de Bordeaux. Donc, ça remonte à assez loin. Et il avait beaucoup de mérite. Mais les gens qui venaient, qui nous donnaient cette musique du Moyen-Âge, arrivaient en nœud papillon et queue de pie. Hein, et c'était un concert tout à fait formel. Hein. Alors, le nœud de papillon, c'est pas très grave. Enfin, ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années... On m'a fait une certaine attitude quand même vis-à-vis de cette musique. Mais les musiciens qui ont découvert la musique médiévale et qui l'ont interprétée sortaient en général du conservatoire avec leur technique instrumentale. C'est ça, les vielleux étaient violonistes, etc. Et je crois que depuis 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On a découvert des tas de musiques populaires, notamment étrangères. Il y a peut-être une mode de l'arabisation qui va un peu loin. Mais on a découvert les musiques populaires et il y a eu énormément de rencontres entre musiciens dits folk et musiciens de musique ancienne, stages, confrontations. Et alors, il y a une chose qui est intéressante, là, c'est le roman de Fauvel. Oui, ça c'est un exemple justement d'introduction, d'introduction du... certaines conceptions du folk dans une musique du Moyen-Âge où quand même on retrouve le nom célèbre de Philippe de Vitry. Ouais. Je crois que, en l'occurrence, Zosso a beaucoup apporté à Klemenchik, si vous voulez. Un côté dionysiaque à côté de l'apollinien. Oui, mais enfin, vous savez, moi je connais bien Klemenchik, le côté apollinien, le côté n'est pas tellement
répandus dans le groupe de Clémency, qui sont plutôt tous un peu dionysiaques. Je crois que si ça a bien marché avec Zosso, c'est parce qu'il y avait déjà ça dans ce groupe Clémency. Enfin, je ne défends pas Clémency outre mesure, mais je trouve que quand même là, ils ont pris un parti pris, c'est-à-dire ils ont fait le lien entre les différentes pièces qui étaient difficiles à faire, surtout dans un disque. Ils ont demandé à Zosso de le faire avec sa vielle à roue, et puis alors avec une petite surprise. Oui, ce qui est amusant, c'est que la dernière danse qu'on vient d'entendre, là, a été reprise par Zosso. Il en a repris l'air pour habiller le récitatif du roman de Fauvel, qui sert un peu de tissu conjonctif entre les différents morceaux musicaux. Alors il a repris cet air, donc un air populaire contemporain, peut-on dire, puisqu'on ne peut pas dater une chanson traditionnelle. Et alors il le module, il se livre à différentes variations dessus, à des jeux, mais c'est le même air. On pourrait peut-être en écouter un morceau. Oui, on va l'écouter et on va entendre la voix de René Zosso, accompagnée de la vielle à roue, et c'est intitulé, enfin je donne les 2 premiers vers, de Fauvel que t'envoies torcher doucement, sans lui écorcher, suis entré en mélancolie, ou mélancolie. Torcher, mieux être âme rouelle que Fauvel torcher. De Fauvel que t'envoie torcher, doucement sans lui écorcher, suis entré en mélancolie pour ce qu'est bête si poli. Souvent le voit en pointure, tous lui ne sèvent sa figure, moquerieux sans sous-folie, et pour ce sans amphibolie. Clairement dire et de telle bête ce qu'il m'empêche voir en tête. Fauvel ne gît mais en l'étable, vit la maison plus honorable. Hautement joueur demande atelier bel et assez viande. Il s'est hébergé en la salle pour mieux démontrer sa régale, et non pour qu'en par sa science et chambres à grand révérence. Et garde-robe souvent fait tout assembler son couvent, qui si soigneusement le frotte quand lui ne peut émanoir crotte. Fortune contraire à raison l'a fait seigneur de sa maison, en lui est saucé mes grands-peines, car au palais royal mène, de lui faire honorer ne cesse, en tout Fauvel la si grand presse, de gens de toute nation et de toute condition, que c'est une trop grande merveille. N'y a nul qui ne s'appareille de torcher Fauvel doucement, trop et à grand assemblement. Roi dus et comte verrier, pour torcher Fauvel allié, tous seigneurs temporeux et princes y viennent de toute province, et chevaliers grands et petits, qui au torchier sont bien fétis, ni à sacher le roi le comte, qu'il torcher Fauvel est honte. Vicomtes, prévôts et baillis, à bien torcher ne sont faillis, bourgeois de bourse et de cité, torchent par grande subtilité, et vilains de villes champêtres sont en prêt Fauvel pour les prêtres.
sais pas si vous avez entendu, là, il y a eu un démarrage, non ? Un petit démarrage de la Vieille à roue de René Zosso. En effet, c'est ce tissu conjonctif qui était fait grâce à cette chanson qui a rendu bien service à M. Klemenschik dans son interprétation du roman de Fauvel. Roman de Fauvel qui est une critique, je dis en passant, une critique du système politique existant à l'époque, assez violente. Après donc cet exemple donné du roman de Fauvel, de l'utilisation donc d'une chanson dans laquelle vous étiez un tout petit peu participant. Vous n'aimez pas qu'on parle de vous, Yvan Wilcher. Si, J'adore ça. Pas qu'on parle de vous. Alors, après donc cette utilisation d'une chanson par un groupe qui fait de la musique du Moyen-Âge, et pas n'importe quelle musique, puisque c'est le roman de Fauvel, on va passer à une démarche pas tout à fait identique, mais enfin qui a quelque chose à voir avec celle-là. C'est ça, on va revenir en arrière. Là, on s'est inspiré de la tradition populaire pour aborder le Moyen-Âge. Et la justification de cette démarche, c'est la constatation d'une parenté entre les deux choses. Mais enfin, il ne faudrait pas non plus systématiser rendre cette démarche systématique, parce que la tradition populaire est historique, elle aussi. Elle est passée par le 19e siècle, etc. Mais en tout cas, dans cette rencontre entre musiciens de musique ancienne et folkeux, gens qui s'intéressent à la tradition, la démarche est double, c'est-à-dire qu'on va aussi aborder le répertoire traditionnel, folklorique, avec des habitudes empruntées au Moyen-Âge. Et je crois que le folk peut se définir pour une part comme ça, c'est-à-dire qu'au niveau des harmonisations, par exemple, le folk a renoncé à des sonorités conservatoires, la tierce et la sixte, la tierce picarde, etc., et cherche plutôt du côté des rapports quinte-octave auxquels le Moyen-Âge nous a habitués. Oui, mais est-ce qu'on ne veut pas faire, alors, au Moyen-Âge, ma question, vous avez dit champêtre, ne se repose pas là. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de retour rétro de la part justement des folkeux, entre guillemets, à cette musique du Moyen-Âge qui serait d'abord davantage en concordance avec une sorte d'écologie musicale qui s'opposerait à l'enseignement des conservatoires? Peut-être, mais c'est-à-dire que c'est pas une question de... Pas un petit malaise. C'est pas une question de temps, si vous voulez, de chronologie. Vous dites rétro. Je vous répondrai champêtre. Je vous dirais que c'est une question sociologique, essentiellement pour moi. À savoir que le conservatoire est synonyme aussi d'une certaine culture, d'une certaine catégorie sociale, rétro, contre laquelle on veut peut-être affirmer autre chose. Et puis, je pense que la découverte de certaines musiques ethniques, notamment les polyphonies sardes, corse, Europe centrale, nous ont amenés à découvrir autre chose et ont façonné notre goût autrement. Notre goût est toujours historique, il n'y a pas de problème. Simplement, l'historicité évolue. Enfin, la tierce était fausse à une certaine époque, à l'oreille des gens, et puis elle est devenue la règle. Alors là, on va entendre le résultat. C'est un document, beaucoup plus qu'autre chose. C'est le résultat d'une expérience commune. C'est le stage de Chapeau Cornu qui regroupait des musiciens classiques, comme on dit, et des folkeux, et qui ont travaillé ensemble. Et c'est une chanson à répondre avec des harmonies spontanées qui naissent un peu partout. Spontanées, mais quand même bien cultes, à mon avis, non ? C'est-à-dire que, oui, elles sont dans le droit fil de ce que nous enseigne le Moyen-Âge, quoi. Des catins.
Bon, alors une question, Yvon Guilcher, quand on fait cette musique, est-ce qu'on ne reconstruit pas le château de Pierrefonds? Est-ce qu'on ne se trouve pas dans le hameau de Marie-Antoinette? Est-ce que ce n'est pas une aubergerie? Oui, moi je crois qu'on prend les pierres du château de Pierrefonds pour faire une chaumière, vous voyez. Peut-être. Enfin, c'est une question de goût, on ne prétend pas autre chose. Oui. Mais enfin, la démarche est quand même assez intéressante, hein. Et je crois qu'il y a quand même une complication dans toute cette musique du Moyen-Âge, hein. On voulait passer absolument une chanson de troubadour. On avait trouvé une justification pour dire que tout se compliquait justement avec les troubadours. Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas croire qu'il suffise de prendre la paysannerie française telle qu'on la connaît jusqu'à aujourd'hui pour aborder le Moyen-Âge. C'est quand même beaucoup plus complexe. Et les chansons de troubadour ne doivent pas grand-chose. On voit mal le rapport avec la tradition populaire française telle qu'on la connaît. Entre une chanson de troubadour et une carole, il y a quand même un monde. Oui. Cette chanson de troubadour, enfin, c'est un art extrêmement compliqué, extrêmement complexe, même sur le plan musical. Gérard Levotte est en train, vous savez, il fait toute une étude, toute une sur analyse, la variation, une analyse de ces chansons de troubadour. Et tout n'est pas aussi simple, finalement. Alors, on écoute une chanson de troubadour, mais les trois quarts du temps, on dit une chanson de troubadour, c'est simple. Enfin, c'est une idée qu'ont les gens. On a dit ça de Machaut aussi, et il n'y a rien de plus compliqué que Machaut. Il n'y a rien de plus compliqué que Machaut. Alors, on va vous donner une de ces... je crois un superbe exemplaire de chanson de troubadour. C'est la chanson À Chantard de la comtesse d'Eudy, avec le texte et la musique de la comtesse d'Eudy. La comtesse d'Eudy vivait vers 1200, on ne sait pas grand-chose de cette comtesse d'Eudy. Toujours est-il qu'elle nous laisse quand même une musique et un texte. Peut-être même n'a-t-elle pas existé. Même, vous savez, on a dit ça aussi de Shakespeare. Et ce sera chanté par Montserrat Figueras avec le groupe Espérion 20. A chantar verdesa che una volria, can in cur de lui coi sui amia, care un mais che lui aren che sia, vas lui non val merces ni cortesia, ni maveltats, ni mosprets, ni mosins, patrissim sui enganade traia, cum de gresser siau fos desaviner. Dai son conot, caran al fi fallença, amics, vas per nulla cap tenença. Ans vos amais non fit seguis valença, mi mod che seu d'amar vos vença. Lo mieus amics, carets lo plus valents, mi faig orgull en dic senten parvença. E si ets francs, vas tot
la voix de Montserrat Figueras, à la lyra Jordi Savall, donc le couple réuni. Et c'était la comtesse de Die à Chantard. Je crois que c'est une des plus belles mélodies que nous a laissé peut-être le Moyen-Âge. Et on comprend tout de suite qu'on ne puisse pas danser, à moins de danser vraiment très tristement sur une telle musique. Ce qui ne veut pas dire peut-être qu'il n'y ait pas eu des chansons de troubadour qui n'étaient pas dansables. Oui, enfin, ça repose le problème évoqué tout à l'heure. Un nom de danse ne désigne pas forcément une danse. Le fait que Douce Dame Jolie s'intitule Virelai ne suffit pas à justifier son exécution sur un rythme de two steps, vous voyez. Bon, alors vous disiez Virelai, et moi je vous réponds. Champêtre, je parle. Non, c'était la Splendens in Monte. C'est-à-dire, je vous réponds Livre Vermeil. Mm-hmm. Cette pièce est importante parce qu'il s'agit d'une danse en rond. Alors, est-ce qu'on retrouve au XIVe siècle, fin XIIIe, XIVe siècle, est-ce qu'on retrouve en Catalogne, dans ce lieu extraordinaire de Montserrat, une danse qui a quelque chose à voir avec la carole? Est-ce qu'elle s'est maintenue, tout simplement? Ce qui me gêne pour vous répondre, c'est que j'étais pas né. Mais on Moi sait non plus, rien. d'ailleurs. On sait que ça se dansait, mais on ne sait pas comment. Ouais. Et c'était vraisemblablement... Enfin, les appellations même suggèrent que c'était en rond. Je sais qu'il y a eu des reconstitutions tentées. On a même comparé ça à la sardane, ce qui est vraiment, alors là, très hardi, parce que la sardane, sous la forme où on la connaît, remonte Non, mais enfin, vous connaissez à aussi. Ventura. Oui, mais enfin, oui, mais vous connaissez aussi les Catalans. Ils voudraient absolument faire remonter la sardane à Montserrat. C'est Mais normal. peut-être, Montserrat, c'est le oui. haut lieu de la culture catalane. Alors, si la sardane ne descend pas de Montserrat, d'où descendrait-elle, non? Ah, mais la sardane a peut-être existé avant, sous une autre forme, plus simple, non je crois. comptée, avec un Très, parcours très et un simple, ballon. ouais, Oui, ouais, c'est ça. car la sardane, enfin, ceci dit, on va peut-être scandaliser nos amis catalans qui nous écoutent, la sardane, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, c'est une danse complètement fabriquée au C'est ça, 19e siècle. De la même manière qu'on reconstituait des habits dits folkloriques au 19e siècle, c'était très très à la mode, on reconstituait aussi des pas de danse. Et même des patois, on a reconstitué. On a reconstitué aussi des Ouais, ouais, patois. il y avait des tas de choses. C'est pas Georges Sand qui avait Je essayé sais de pas prêter si main Georges forte à Sand cette opération. Georges non? Sand a composé des chansons, en tout cas. De fausses Il a fait chansons, quelques fausses chansons villageoises. Oui, c'est ça. Donc finalement, un certain esprit folkeux était déjà dans l'air au 19e siècle. Mais moi, je crois qu'il y a pas mal de parallèles à hameaux, faire les entre bergeries, les on les romantiques et les retrouve encore. folkeux. Oui. Ouais. Bon, alors on écoute Stella Splendens dans une interprétation. On en reparlera, cette interprétation. Là aussi, il y a des problèmes. Mais ça, je sais pas, c'est peut-être pas le nôtre aujourd'hui. Mais l'interprétation qui nous est proposée par José Luis Ochoa, avec la chapelle musicale Escolania de Santa Cruz del Valle de los Caídos, placée sous la direction du frère Luis Lozano.
Stella Splendens, qui est un des rares exemples peut-être de danse sacrée qui est survécu de cette période de la fin du Moyen-Âge. Donc, parce que je veux toujours qu'au XVe siècle, ce soit déjà le début de la Renaissance. En Italie, d'ailleurs, c'est la Renaissance. Hein. Je crois quand même qu'au XVe siècle, les choses changent. Elles changent même dans la danse, beaucoup. Et je vous donne quand même la traduction de ce texte que vous avez entendu. Étoile qui brille sur la montagne, sciée par le miracle, comme un rayon de soleil. Écoute ton peuple, tous s'avancent joyeux vers toi. Ce qui justifie sans doute aussi la danse, hein, ce texte. Les riches et les pauvres, les grands et les petits, nous les voyons arriver et nous les contemplons repartant emplis de grâce. Donc le texte commande déjà peut-être quelque chose, une espèce de marche. Mais je ne sais pas si l'interprétation, par contre, vous satisfait, Yvon Guichet. Est-ce qu'on arriverait à danser là en rond, hein? On ne s'endormirait pas. Enfin, Vous savez, on peut toujours trouver quelque chose nocturne. à faire. Hein. Oui, je suis sûr qu'Isadora Duncan ferait des tas de choses sur n'importe quoi. Question. Mais alors là, cette danse sacrée, enfin, vous êtes d'accord avec cette rythmique Vous savez, moins on a de documents, plus on est libre pour imaginer. Oui. On ne peut rien dire absolument là-dessus. À propos de la danse sacrée, dans nos pays, en France en tout cas, ça a peut-être existé. Enfin, il y a des danses dans l'Église qui continuent encore aujourd'hui, par exemple pour la fête Dieu au Pays Basque. Mais je crois qu'il faut toujours être un petit peu prudent et savoir si cette danse est en elle-même sacrée ou si ce sont les circonstances de son exécution qui comportent une part de sacralisation. Ça peut être la danse de la pratique commune. En Bretagne, par exemple, où la danse sacrée est très très problématique, mais une même danse sert à faire l'air abattre, elle sert à manifester la communauté hiérarchisée et soudée à la fois lors des danses de noces. Elle prend autrement dit une signification différente, elle reçoit un éclairage différent, mais c'est toujours la même danse. Alors on ne peut pas parler de danse sacrée à proprement parler, mais plutôt de conditions particulières de son exécution. Alors on va rester donc avec toujours ce livre Vermeil, qui est une pièce capitale, on peut dire, dans l'histoire de la musique au XIVe siècle. Ce livre Vermeil, qui porte ce nom, parce que, je crois, la couverture en est rouge, qui est rehaussé, d'ailleurs, le livre Vermeil, on vous le montre, on peut. Vous l'avez vu à Montserrat, on vous l'a montré? Je ne suis pas allé à Montserrat, non. Il faudrait quand même y aller. Il est aussi rouge, finalement, que les rochers qui dominent l'abbaye, et il est rehaussé d'un luminure extrêmement intéressante. On va entendre une autre interprétation et aussi une autre danse qui se trouve dans ce livre Vermeil. Il s'agit d'une danse des morts. Alors, ces danses des morts, elles, étaient pratiquées. Et justement, en Catalogne, dans ce petit village de Vergès, non loin de Gérone, on peut assister encore à l'heure actuelle à des danses des morts. C'est assez impressionnant. Dans les petites rues, on voit danser un groupe de 6 à 7 danseurs, avec des collants. Et ces collants, sur ces collants noirs sont peints des squelettes, et avec une musique qui leur est particulière. Ces gens-là rappellent le Vendredi Saint, rappellent à tous ceux qui sont vivants qu'ils ne seront plus. Et c'est la survivance, probablement, dans ce village, d'une danse qui n'était pas seulement pratiquée au moment du Vendredi Saint, mais qui était pratiquée au moment des épidémies de peste, après ou avant, je pense que c'était après, pour essayer peut-être d'exorciser le microbe. En tout cas, à l'heure actuelle, on peut aller à Vergès et voir cette danse. Alors voici Ad Mortem Festinamus. Alors là, c'est d'autres interprètes, c'est l'ensemble Espérion 20, mais en formation de chambre, car bientôt un enregistrement va sortir avec une grande formation, et ça va être, je crois, la grande surprise musicale du mois d'octobre.
Ad mortem festinamus du livre Vermeil par l'ensemble Hespérion 20, et on a reconnu bien sûr la voix de Montserrat Figueras. Hespérion 20, et on a reconnu bien sûr la voix de Montserrat Figueras. Ce qui s'impose pour le livre Vermeil. Pourquoi? Montserrat. Oui, bien sûr, elle était faite pour ça. Bon, alors ça, ce sont des danses. Donc, c'est un exemple donc de danse de mort, ou danse de la mort, ou sur la mort, du XIVe siècle. Et ensuite, les choses vont changer dans le monde de la danse, assez rapidement. Tout au moins, peut-être pas, les choses vont pas tellement changer, mais ce qui apparaît quand même, c'est que nous avons des documents, et des documents quand même extrêmement importants, qui nous permettent de reconstituer beaucoup mieux que, en ce qui concerne la musique du Haut Moyen-Âge, ce qui se passait dans le domaine chorégraphique. Oui, c'est-à-dire là, on vient de Catalogne, on rentre en France. Plus on approche de la Renaissance, plus on a de documents, et plus ils sont précis, au point d'être même quelquefois contradictoires. Mais à l'étranger, on a des documents plus tôt. Et vous parliez du XVe siècle. Le XVe siècle, c'est l'époque de la basse danse, essentiellement. Il est certain que les Italiens, par exemple, ont développé une expérience de ce type de danse qui semble beaucoup plus poussée que ce qu'a pu connaître Toineau Arbaud, par exemple, au XVIe siècle, plus tard. Et l'expérience italienne de la danse semble même déjà préfigurer des choses, enfin préfigurer c'est le terme, puisqu'il s'agit des danses à figure, les country dances que la France recevra d'Angleterre vers la fin du règne de Louis XIV, sont déjà préfigurées à bien des égards en Italie. Alors il semble que l'Italie ait connu une expérience de la danse très très aboutie, très poussée. On va entendre un exemple justement de cette basse danse intitulée Barcelona d'ailleurs. Nous ne quitterons donc pas la Catalogne, au moins par le titre. Il s'agit là d'un manuscrit de Bruxelles datant du XVe siècle. Et ce sera interprété, bien sûr, j'allais dire, par l'ensemble Ars Musicae de Barcelone. Basse danse donc du XVe siècle, interprétée par l'ensemble de musique ancienne de Barcelone, qui était dirigé par Gispert, auquel justement Jordi Savall doit beaucoup, car c'est dans son groupe que je l'ai entendu la première fois, et c'est de ce groupe ensuite, je crois qu'il est parti pour Bâle et pour faire la carrière que l'on sait. Mais cette basse danse, vous parliez de danse à figure, enfin voilà une danse qui a duré exactement, enfin à peu près à peine une minute. Alors l'interprétation de ces danses qu'on nous donne comme ça dans tous ces disques, enfin est-ce que c'est pas un peu sujet à caution, non? Ça peut l'être. Ça l'est peut-être de moins en moins, mais je pense que l'interprétation qu'ont donnée les musiciens pendant très très longtemps a fait l'économie d'une information sur la danse.
musiciens ne se préoccupaient pas de savoir comment se danser ce qu'ils jouaient. Ça continue sur les branles notamment, il y a des tempis qui sont impossibles. Enfin, on ne sait pas quel était le tempo d'une danse donnée, mais il y a une fourchette possible. Quand Toineau Arbeau nous dit par exemple qu'un branle de Bourgogne est plus léger et concité qu'un branle double, il faut que ça se sente sur les plages d'un disque. Oui, alors on a évoqué Toineau Arbeau, l'orchésographie. Bon, Toineau Arbeau nous laisse un livre extrêmement important. Hein. Ce livre résume tout ce qui se passait pratiquement au XVIe siècle. C'est un livre précieux et irremplaçable parce que c'est le seul et qu'il est extrêmement précis. C'est le seul document qui met en regard un texte descriptif, une partition, une tablature. Et ça permet une reconstitution relativement fiable. Mais Toineau Arbeau, aujourd'hui, ce serait un témoignage absolument pas rigoureux. Enfin, d'abord, c'est un témoignage très tardif, hein, fin du XVIe. Ensuite, c'est un témoignage rétrospectif. Et puis, c'est un témoignage fourre-tout. Quand il nous dit qu'il a appris le triorit de Bretagne d'un étudiant breton de passage à Poitiers, on se demande ce que vaut le souvenir qu'il en a gardé quelques années plus tard. Et c'est le seul document qu'on ait sur le triorit de Bretagne. Oui, mais alors à ce moment-là, Yvon Guilcher, moi je vous prends en flagrant délit. Vous parlez toujours de musique traditionnelle, de tradition, de transmission orale. Est-ce que là, justement, bon, il y a un écrit, bien sûr, celui d'Arbaud, mais cet écrit fonctionne à partir d'une sorte de collectage, finalement, de tradition orale. Oui, la question se pose de savoir ce que vaut le collecteur. Je défends Toineau Arbeau. Une critique du témoignage à faire, ouais. Tout collectage. En tout cas, je vous propose, moi, une autre danse, une autre interprétation intéressante. C'est Julien Scovron, qui a publié un disque sur l'art de la vielle à archer. Et dans ce document qu'il a publié se trouve une danse, si nous ne quittons pas l'Espagne, la Falla con Misura, Bassa Castilla, datant de 1470. Eh bien, c'était probablement un tube de la fin du XVe siècle. Yvon Guilcher me disait que c'était sans doute aussi un tube de notre époque. On aime beaucoup cette danse, non? Oui, moi j'aime La particulièrement l'interprétation de Scovron, je dirais. Je trouve que c'est le meilleur exemple qu'on puisse prendre d'un instrumentiste de musique dite classique, enfin, qui sent la danse au moins dans son jeu. Et comment dansait-on justement cette basse danse? On a une idée quand même? On a des idées parce que, enfin, il y a les témoignages italiens, Guglielmo Ebreo, Domenico da Piacenza, sur la danse en général et la basse danse en particulier. Il y a d'autres textes en Italie ultérieurs. Et puis en France, il y a un certain nombre de documents, dont le plus précis, le document de base, reste Toineau Arbeau. Mais on peut penser que la basse danse qu'a connue Toineau Arbeau est quelque chose quand même de très, très fruste, très élémentaire à côté de l'expérience italienne. C'est une danse... Une danse de cour aussi. Hein.
Oui, c'est une basse danse qui va être détrônée par la pavane par la suite. Enfin, on voit disparaître les basses danses au cours des publications d'Athénian. Si Bon, vous alors voulez. pourquoi c'est justement ce nom de basse danse Parce que c'est une danse qui ne saute pas. C'est-à-dire le pas, le Danse pied mesurée, reste au sol, non? Oui, oui, c'est ce qu'on en appellera plus tard la belle danse sous Louis XIV, la danse grave, noble. C'est une danse par couple, mais je crois que le psychisme de ce couple n'est pas celui que connaîtront plus tard la polka, et encore moins la valse, et encore moins le slow, si vous voulez. C'est un couple très ouvert sur la société, sur le regard social. Et si l'on en croit Thoineau Arbeau, le cavalier n'a le droit de regarder sa partenaire qu'à un certain moment. Enfin, il se tourne à gauche, il se tourne à droite, il se tourne à gauche, il se tourne à droite et dérobe une œillade à sa dame. C'est donc une danse où les rapports entre les partenaires sont assez limités. Je crois que c'est plutôt... c'est le couple vu par la société, se montrant à la société. Et la pavane, ça serait un petit peu ça aussi, ça servira de cortège. Et cette orientation particulière de la danse va s'épanouir sous Louis XIV, où la danse va être faite pour le plaisir de ceux qui regardent essentiellement. Alors, vous avez parlé de basse danse, vous avez expliqué ce que c'était exactement. Moi, je vous propose là un enregistrement qui a été réalisé par Claude Flagel, on peut dire, et son groupe. Et il a destiné cet enregistrement justement à ceux qui voudraient, à partir de leur chorégraphie de Thoineau Arbeau, apprendre à danser. Et ça, c'est important. Justement, il y a quelques instants, on disait justement qu'il y avait souvent peu de rapport entre ce que faisaient les musiciens et ce qu'on pouvait faire à partir des données, par exemple, qui nous sont des données du livre de Thoineau Arbeau. Tandis que là, Claude Flagel a essayé de faire en sorte que, à partir de cet enregistrement, éventuellement, on puisse danser cette musique. Donc, il faut d'abord apprendre à danser, je crois, pour un musicien, avant d'interpréter ces danses, tout au moins si on veut en donner une interprétation plausible. Je crois que c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait danser ses musiciens. Alors, on va entendre une basse danse et retour. Jouissance vous donnerait, interprétée par une flûte à une main. Et oui, ça existe, une flûte à une main. Une flûte à bec, violon, viol, percussion. Flûte à une main, il s'agit d'une petite flûte, de la même manière qu'on joue avec, par exemple, dans le Béarn. Oui, le galopé ou le Gascogne. tiroula. Enfin, c'est ça, c'est ça. Ça a été répandu dans toute l'Europe. Et ensuite, un tourdion, interprété par un quatuor de viol, triangle, cornet à bouquin et flûte à bec. Alors, la basse danse et le tourdion fonctionnaient ensemble? Oui, la basse danse est suivie du retour de la basse danse et du tourdion. La basse danse organise différents pas dans des ordres variables. Enfin, Arena décrit toute une série de basses danses en indiquant comment elles se dansent. Et on trouve généralement sous les partitions l'indication S, S, D, R, B, c'est-à-dire simple, simple, double, reprise, branle, qui sont des indications destinées aux danseurs et qui explique comment la danse doit se danser. On trouverait la même chose, enfin dans un domaine un peu différent, au Pays Basque avec les sauts, si vous voulez, où les mêmes éléments sont agencés de façon différente. Et quand on connaît la formule, le mode d'emploi, on peut danser la danse. Et le tourdion, alors? Le tourdion présente une parenté avec la gaillarde. C'est une danse rapide, plus légère et concitée, elle aussi, que la gaillarde, et qui va être détrônée, en même temps que la basse danse, par la suite pavane-gaillarde.
Basse danse et retour, suivi du tourdion, donc le couple de la danse que l'on trouve au XVIe siècle, probablement. Et vous disiez, interprété d'abord, je le dis, par Claude Flagel, qui dirige tout un groupe, enfin qui s'occupe de tout un groupe, d'ailleurs que nous retrouvons au cours de ces émissions, puisque Claude Flagel vient lui-même vendredi, c'est-à-dire dans 2 jours, ici, dans ce même studio. Donc ces danses précédaient, enfin ce couple basse danse et tourdion précède le couple qui va le détrôner, Pavane Gaillarde.